Bonsoir Lydia, Bonsoir. bienvenue dans Clic. Merci. Merci d'être avec nous, de venir nous livrer votre témoignage. Il est précieux, il est important, ce témoignage, parce que vous avez tenu à prendre la parole pour faire ouvrir les yeux Tout à fait. aux gens qui pourraient tomber dans ces choses-là. Donc, l'idée de vous avoir, c'est avant tout un témoignage de... euh, c'est un témoignage pour prévenir, en fait, de prévention. Oui. Vous passez 25 ans au sein du mouvement raélien. Mhm. Ça fait 17 ans que vous en êtes sortie. Mhm. Vous êtes maman de 2 enfants, Mhm. directrice d'un restaurant. Mhm. Et aujourd'hui, vous voulez témoigner pour montrer qu'on peut quitter une secte et s'en sortir. Tout à fait. Même si c'est toujours compliqué. Le mouvement raélien est identifié comme une secte depuis 1995. C'est un mouvement qui revendique aujourd'hui plus de 120 000 adhérents et serait présent dans 120 pays, aujourd'hui présent en Afrique et au Japon. Claude Vorillon vit aujourd'hui au Japon, sans l'ombre d'une poursuite judiciaire. Et il y a eu un documentaire sur Netflix qui s'appelle Raël, le prophète des extraterrestres, qui est très controversé. Vous l'avez vu? Oui, je l'ai vu. Alors? Je l'ai détesté. J'ai trouvé que... Alors, tout ce qui est dit, c'est vrai. Hein. Il n'y a pas de mensonge. Mais c'est 1% de la réalité. Et ils ont caché le plus gros problème du mouvement. C'est ce lien à la sexualité, en fait. Après, effectivement, le clonage... tout est faux. Et puis, ça a fait passer, je trouve, ce mouvement pour quelque chose de plutôt rigolo. En disant, c'est pas grave, les Raéliens, ils sont pas méchants. Ils envoient personne au suicide collectif, quoi. C'est encore plus vicieux que ça. En quoi c'est plus vicieux que ça? C'est encore plus vicieux parce que moi, ce que j'ai vécu, et ça reste mon expérience personnelle, hein, c'est qu'on vous laisse à croire que vous êtes libre, que vous pensez par vous-même, que vous êtes un être plein d'amour et qu'on vous veut plein d'amour. Mais en fait, vous êtes libre de rien. On regarde un extrait du documentaire. On va regarder plusieurs extraits. D'accord. Pour avoir votre regard. Oui. Parce que nous, on est totalement extérieur à ça. D'accord. Et j'avais envie d'avoir un contrepoint. Avec plaisir. Je commence avec un extrait qui nous parle du passé de Raël. There are a few things you should know about this man. His name is Claude Vorio. He's from France. He used to be a race car driver, a journalist, even a singer. Madame Pipi, vous avez la vie belle au fond de votre couloir. Sacré sale gueule que je ne travaille. Donc, il a eu un passé de chanteur, de journaliste. Il était passionné de course automobile. Tout à fait. Et ensuite, il a raconté qu'il a eu une visite des extraterrestres. Il a été reçu sur des plateaux de télévision, Oui. ce qui l'a médiatisé. Ce qui lui a fait une pub gratuite. Et vous l'avez très bien dit, au début, tout le monde l'invitait pour rigoler un peu, mais il y a des gens qui l'ont pris au sérieux. Exactement. Et il y a des gens qui lui ont écrit par des centaines de lettres et qui se sont reconnus dans son message, en fait, celui que les extraterrestres nous ont créé en laboratoire et que c'était le dernier des prophètes. Et c'est parti comme ça. Vous êtes entré dans la secte à l'âge de 4 ans. Oui, exactement. Avec votre mère. Tout à fait. Vous appelez votre mère votre génitrice. Tout à fait. Pourquoi? Parce que j'estime qu'on est une maman quand on protège nos enfants. Quand on ne protège pas nos enfants, on est juste la personne qui met cet enfant au monde. Et j'estime qu'elle ne m'a pas protégée. Elle a découvert le mouvement avec le livre. Tout à fait. Qui s'appelle Le livre qui dit la vérité. Exactement. C'est une connaissance à elle qui lui a donné ce livre et elle a eu la révélation. Et depuis 1986, donc l'âge de mes 4 ans, dans sa vie, tout tourne autour de ça. Et c'est sa priorité absolue et elle est raélienne, vraiment. Elle y est encore? Oui. Est-ce que des fois, vous avez réussi à avoir des conversations avec votre mère? La dernière conversation que j'ai eue, c'est elle qui m'a écrit l'année de mes 40 ans, c'est-à-dire il y a 2 ans, en me disant que j'étais dans le déni, que j'étais folle, qu'elle n'avait strictement rien à se reprocher, que c'était moi qui avais un problème et que les Raéliens est très prêts à me recevoir comme avant et à me pardonner. Et c'est qui aujourd'hui les Raéliens? Les Raéliens, c'est des gens lambda. C'est des gens comme vous, comme moi, qui ont une vie tout à fait normale, avec des métiers, avec du sport, avec des amis non raéliens, et qui vivent des week-ends raéliens, des stages raéliens, un éveil de personnel, de la méditation, une espèce de ligne de conduite au quotidien, en fait. C'est ça, les Raéliens. Comment vous expliquez que ça a infusé à ce point-là dans la société? Je pense qu'un ancien chanteur dise « J'ai rencontré des extraterrestres, je suis le frère des prophètes, des religions monothéistes, et j'écris un livre qui s'appelle « Le livre qui dit la vérité ». En fait, je pense que ça a vraiment fonctionné parce qu'il a apporté quelque chose que la société a besoin, que ce soit dans les années 70, 80 ou maintenant, c'est-à-dire de l'amour, en fait.
de l'amour, du respect, de la gentillesse. Et je pense qu'il y a des gens, et tout le monde peut être touché par ça, à un moment de sa vie ou pas, qui a besoin qu'on l'aime en fait, qui a besoin de gentillesse, parce qu'on vit dans un monde qui, pour moi, est violent. Et je pense que ce qu'il apporte, c'est un manque de la société. Dans le documentaire, on voit une séquence où les adeptes se font baptiser. Ça On s'appelle regarde. la transmission du plan cellulaire. La transmission, Du plan cellulaire. et en fait, c'est juste de l'eau sur la nuque. Exactement. On regarde. Ok. Il mouille ses mains, il met la main droite sur le front, la main gauche sur la nuque. Et puis il nous dit les Elohim t'ont reconnu. Et donc on transmet sur la planète des Elohim une onde qui dit qu'un être humain de la Terre a compris qu'il a été créé scientifiquement et qui reconnaît les Elohim pour créateurs. C'est ça la transmission du plan cellulaire. Ben moi, je l'ai faite. D'accord. J'ai fait cette transmission et donc c'est le moment où on envoie mon code génétique sur la planète des Elohim pour pouvoir être créé en laboratoire quand je décéderai, quand les Raéliens décéderont. Et c'est l'acte qui prouve que nous sommes Raéliens, qu'on est Raéliens en fait. C'est cet acte-là, comme un baptême chez les chrétiens, comme voilà, c'est cet acte-là qui fait qu'on reconnaît les Elohim, nos créateurs. Et vous y avez cru? Ben, j'ai été élevée là-dedans. Ouais, c'est ça. C'est comme si moi, on m'avait élevée dans la religion musulmane ou catholique ou juive. Ben, j'ai connu que ça, en fait. Donc, ben maintenant, il faut découdre tout ça. Comment ça s'est passé, votre enfance, dans le mouvement raélien? Alors, j'avais ma vie dans le mouvement et ma vie hors mouvement. Donc, ma vie dans le mouvement, c'était cool, hein, parce que j'étais une jolie petite fille, gentille petite fille, docile, qui était plutôt mignonnette, hein, on va dire ce qui est. Et puis, Raël, rapidement, m'a montré de l'intérêt. Donc, j'avais une place qui était plutôt cool dans le mouvement. Et puis, j'avais la vie hors du mouvement qui était hyper compliquée parce que j'avais pas les codes. J'avais une ouverture à la sexualité qui était hors norme. Donc, le collège, ça a été catastrophique. C'est-à-dire que j'étais la fille facile du collège et que j'en ai pris plein la tête. Et puis, j'étais la fille de la secte, surtout. Parce que tout le monde savait que j'étais dans une secte. C'est vous qui l'avez dit? Ben, au début, non. Mais après, dans une petite ville, ça s'est vite. Hein, parce que les samedis, il y avait des diffusions à l'époque, les Raéliens. Donc, on voyait des gens, notamment ma mère, quoi. Et puis après, quand Raël vous dit ben, il faut assumer d'être Raélien, et ben, je l'assumais. Et c'est quoi cette histoire de réputation de la fille facile du collège? Et ben, en fait, comme dans le mouvement, c'était connu qu'on était ouvert à la sexualité et tout ça, et ben, moi, puis même, j'avais un rapport avec les garçons et une tenue avec les garçons qui n'était pas normale. J'étais beaucoup dans la séduction. Donc, forcément, j'avais une mauvaise place dans mon collège, quoi. Vous dites que les gens, comme les Raéliens, ont une vie normale. Quand on est au collège, qu'on a des camarades ou que ça se passe mal à l'école, à qui on se plaint quand on retourne dans le mouvement? Eh ben, on se plaint à personne parce qu'en fait, dans le mouvement, ce qu'on me disait, ce que je faisais, c'était bien. Que c'était dans la continuité du mouvement. Donc, je pouvais pas me plaindre. Donc, je gardais ça pour moi, en fait. J'ai gardé ça pour moi pendant très, très, très longtemps. À quel âge vous êtes senti devenir adulte? Dans ma tête, Ouais. très tôt. Je pense que déjà, à 11-12 ans, j'avais une manière de voir les choses qui n'était pas la même qu'une gamine de 11-12 ans. Je savais que j'étais en décalage, qu'il y avait deux mondes dans ma vie, quoi. Ça, je l'ai compris très rapidement. Et qu'il fallait s'adapter très rapidement partout où j'allais. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier contact avec Raël? Oui. Valence d'Albigeois, dans le sud de la France. Les Raéliens avaient à l'époque un camping qui s'appelait Éden. Et j'étais au bord de la piscine. Et je me souviens parce que j'avais des longs cheveux noirs à l'époque et des yeux en amande. Et il est venu me voir. C'est lui qui est venu me voir au bord de la piscine. Donc moi, j'étais fan. Et il m'a dit que je ressemblais à un Eloa. Parce que dans le livre qui dit la vérité, il a dessiné un Eloa. Et je lui ressemblais, en fait. C'est quoi un Eloa? C'est un Elohim. C'est un extraterrestre. Ok. Et donc, il m'a dit que j'étais très, très belle, que je ressemblais à un Eloa et qu'on allait beaucoup se voir qu'il m'aimait bien, quoi. Et après? Après, ça a commencé par chez les Raéliens, l'art est très important. Donc, tous les soirs, il y avait des spectacles. Donc, souvent, j'étais invitée à côté de lui pour voir les spectacles et tout ça. Après, on grandit et ça change. On voit aussi dans le documentaire certains membres qui entrent et restent dans la secte et qui admettent qu'ils sont là parce qu'ils ont des carences affectives. Mais bien sûr. On regarde.
Moi, personnellement, c'est sûr que ça m'a décoincé, puisque avant d'être raélien, j'étais un adolescent très renfermé, avec une grosse carence affective. Donc, c'est clair que ça m'a beaucoup décoincé. En gros, ce qui sous-entend, c'est que Raël a mis le point sur une maladie de la société. Bah, complètement. Et c'est là où il a été intelligent, en fait. Parce que, vous savez, il suffit que, même si dans votre travail ça va, dans votre couple ça va, dans votre famille ça va, il suffit que vous ayez un petit truc de vous qui est en manque d'amour, qui est en manque de reconnaissance. Vous voyez des Raéliens, vous vous sentez le roi du monde. Parce qu'on vous dit à longueur de journée que vous êtes beau, pas seulement physiquement, mais à l'intérieur, que vous êtes important pour l'humanité, que vous vous nourrissez cet amour grâce aux Raéliens qui va sauver l'humanité. Donc vous avez une vraie mission, quoi. Dans le documentaire Netflix, il y a une scène hallucinante où il y a des adeptes qui racontent que pendant certaines méditations, ils doivent se regarder une partie de leur corps. Tout à fait. On regarde. Il y a un exercice où on nous donne un miroir et avec le miroir, on regarde toutes les parties de son corps. Et on regarde même son anus. Prenez cette glace et regardez de manière à voir votre anus. Regardez-le et n'en ayez pas honte. Vous regardez cette partie de vous-même que vous n'avez jamais regardée. Non, mais ça, c'est quelque chose, on regarde jamais ça. C'est totalement véridique. On vous invite à vous regarder toutes les parties intimes de votre corps, en fait, pour être en accord avec vous-même, pour vous connaître, pour vous découvrir, pour être en phase avec tout son corps. Et ça peut se faire seul, ça peut se faire en réunion, ça peut se faire en groupe. Comment est-ce qu'on arrive à faire accepter à des gens cette idée-là ? Je pense que quand on arrive dans un endroit où tout est idyllique, on prend tout, on accepte tout. Parce que réellement, je vous assure que passer une journée avec des Raéliens, c'est super. C'est idyllique. C'est horrible, hein, ce que je dis, mais c'est une réalité. Parce que c'est que de l'amour. Moi, je suis désolé, hein, quelqu'un qui me dit prends un miroir et Oui. c'est pas idyllique. Hein. Je l'entends, mais parce que vous avez la tête un peu sur les épaules et que vous avez ce recul. Mais imaginez quelqu'un qui est pas bien. Ouais. Et ben il prend tout. Et ouais, en fait, on me donne ça. Allez, je me laisse suivre, je me laisse guider, en fait. Et c'est facile de se laisser guider. Selfie un peu étrange. Un selfion. Lydia, vous dites que la sexualité est omniprésente au sein du mouvement et que tout tourne autour du sexe. Vous dites qu'il faut apprendre la sexualité aux enfants. Tout à fait. Alors moi, peut-être que d'autres ex-raéliens ou d'autres raéliens diront que non, mais moi, c'est ma manière à moi d'avoir vécu ces choses-là. Déjà, dans le livre qui dit la vérité, dans les livres de Raël, il est écrit qu'il faut ouvrir la sexualité très jeune aux enfants, en fait, que c'est très important et que, entre guillemets, on ne fait pas notre bon rôle de parents si on n'ouvre pas nos enfants à la sexualité. Après, tout est... Comment ça se manifeste concrètement ? On vous dit que se toucher, c'est tout à fait normal, caresser son sexe, découvrir son sexe, voir des hommes nus, des femmes nues s'embrasser, c'est normal. Tout est normal. Il n'y a pas de tabou. Au contraire, plus on va vous inciter à qu'il n'y ait aucun tabou dans la sexualité, quoi, jusqu'à très loin. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que... C'est-à-dire que des fois, il peut y avoir des scènes où il y a des choses qui ne devraient pas être là, des objets, des choses comme ça. Bref. Comment ça s'est passé pour vous ? Moi, alors j'ai eu la... Moi, je savais que j'étais une nana qui plaisait, que j'étais jolie, que j'avais les faveurs de Raël, donc j'étais un petit peu bien vue, quoi, dans le sens où on m'a fait beaucoup de propositions que j'ai très peu refusées parce que ça ne se faisait pas de refuser finalement. Même si on vous dit que vous avez le choix de refuser, tu peux refuser, il n'y a pas de problème. Mais c'est après la culpabilité que toi-même tu te donnes, tu vois, parce que tu ne fais pas partie du groupe finalement. Donc je n'ai pas beaucoup refusé de choses. Et puis jusqu'au moment où Raël me propose un jour d'être plume rose, cordon doré. On parle de ce statut juste après cet extrait. Ok. Et dans l'ordre des anges, il y avait les plumes blanches. Les plumes blanches pouvaient avoir des relations sexuelles avec les Elohim, quand ils viendraient, et avec leurs représentants sur Terre, c'est-à-dire le prophète. Ils sont l'amour de notre vie.
Mais ces plumes blanches pouvaient aussi avoir des relations à l'extérieur. Il y avait aussi les plumes roses. Et les plumes roses, elles, étaient réservées aux Elohim et à leurs représentants sur Terre. Abstinence pour tout le reste. Les plumes roses, elles signaient un contrat dans lequel elles s'engageaient à avoir une exclusivité sexuelle avec Raël. Mais non seulement ça, mais elles s'engageaient en plus à ne jamais se refuser sexuellement. Donc vous étiez... Plume rose, cordon doré. Alors, il y a une erreur dans le reportage, c'est-à-dire que les plumes blanches n'ont pas forcément de relation sexuelle, que ce soit avec les Elohim ou Raël. C'est les cordons dorés à la base. Les cordons dorés, elles, ont le droit d'avoir des relations sexuelles avec tout le monde, notamment Raël. Et moi, dans ma position, j'étais plume rose, cordon doré, c'est-à-dire que j'étais proche de lui. Les cordons dorés, on est proche de lui, on le sert en fait. On lui fait à manger, on lui fait son ménage, on l'accompagne, on se fait joli. On est des potiches, quoi. Et plume rose, j'avais effectivement signé quelque chose où je m'offrais à lui. Un contrat ? Un contrat. Où je n'avais pas le droit de divulguer ce qui se passait dans l'intimité avec lui et où je m'engageais à donner mon corps qu'à lui et aux Elohim quand ils viendront sur Terre. Et quand on... Je porte aucun regard, aucun jugement, je vous le dis sincèrement. Okay. Mais quand on est en âge de réfléchir et qu'on vous raconte que quelqu'un est descendant, est un prophète, et que tout d'un coup on se retrouve avec un contrat, là on passe dans le cadre juridique, on passe... On n'y pense même pas en fait, on est à 10 000 de ça. Vous vous rendez compte? Il est venu me voir, il m'a dit je verrais bien une plume rose autour de ton cou. Là, j'étais élue, quoi. C'était une bonne nouvelle. Ah bah j'étais privilégiée, c'était un privilège. Vous en avez parlé à votre mère? Ah bah elle m'a jamais autant aimée. Elle m'a jamais autant choyée. Pas choyée, c'est pas vrai, mais autant considérée, quoi. Et comment ça s'est passé, votre premier contact avec Raël en tant que... Plume rose. Plume rose. On était en Suisse, il y avait un week-end. Et donc, c'était la première fois qu'on se voyait depuis que j'étais plume rose. Et on est monté dans sa chambre d'hôtel. Et il a vu que je tiquais, quoi. Et il m'a dit, mais tu sais, Lydia, tu sauves l'humanité, tu me fais du bien, tu sauves l'humanité. Et que le physique, c'était c'était pas important. Et donc, je me suis laissée faire. Et ça a été la porte ouverte après. Pendant combien de temps? 4-5 ans. Jusqu'à que je parte, en fait, de 18... Ouais, un peu plus, de 18 à 25 ans, quoi. Et qu'est-ce qui a été le déclencheur pour que vous dites ça, il faut que ça cesse? Il y avait 2 réunions d'anges dans la même journée. J'ai décidé d'aller à l'une et l'autre, j'ai pas été. Donc du coup, le soir, il y avait un repas avec tous les anges. Il adorait être entouré de femmes. Hein. Raël adore être entouré de femmes. Et il m'a dit, t'es puni, tu te prends pour qui pour pas faire 2 réunions d'anges? T'en as besoin plus que les autres. Donc la honte, hein. J'étais très très mal. Donc je suis en bout de table et je sais pas ce qui s'est passé. Et j'ai vu une nana que j'ai appréciée beaucoup le regarder avec un regard et je me suis dit, là ça va pas. Et une envie de vomir quelque chose de... Et il m'a vu voir ça, il m'a vu. Et il m'a rappelé à côté de lui, il m'a dit, viens, on va manger le dessert ensemble. J'étais très très mal et je pense qu'il a compris. On a été passer une dernière nuit, je pense que ça a été la pire des nuits. Et je suis partie le lendemain. Comment on fait pour partir? On fait que j'avais un ami qui est devenu par la suite le père de mes enfants et que je l'ai appelé, je lui ai dit, viens me sauver la vie. Et il m'a sauvé la vie. Lui était en dehors? En dehors. Et s'il n'était pas là, je ne serais pas là. Même si maintenant, on n'est plus en couple. S'il n'était pas là, je ne serais pas là, en fait. Il m'a sauvé vraiment la vie, mais physiquement et psychologiquement. Est-ce que les rapports sexuels, parce qu'il est quand même beaucoup question de rapports sexuels dans cette secte, est-ce qu'ils étaient protégés? Oui, pas tous. Pas avec tout le monde. Ouais. Raël ne se protégeait pas? Si, lui, alors... Il a toujours une attitude où il se projette et où il se protège, hein, bien évidemment. Mais après, moi, je pense qu'il y a des fois où j'ai pas dû voir des choses. Mais devant toi, il va faire en sorte qu'il se protège toujours. Mais je pense qu'il y a des fois où c'est passé à trave, quoi. Quand vous quittez la secte, à quoi elles ressemblent les premières journées, les premières semaines, les premiers mois? Est-ce que c'est comme quand on décroche
d'une addiction ou est-ce qu'on réalise qu'on était peut-être en état de sidération et que tout remonte? Non, ça remonte pas tout de suite en fait. On décroche d'une addiction, Moi, j'étais complètement perdue. Les codes, je les ai pas. Même aujourd'hui encore, je n'ai pas tous les codes. Mais au début, tu tâtonnes, tu navigues, tu sais pas trop ce que tu vas faire, tu sais pas où tu vas, tu t'adaptes. Et il est là, mon truc, c'est que moi, j'ai une faculté d'adaptation qui est phénoménale. Donc, partout où je vais, ça passe, quoi. Mais tu sais pas si tu es bien à ta place. Et puis, tu sais pas si c'est toi vraiment ce que t'aimes, en fait. Ou si c'est toutes les années qu'on t'a mis dans la tête. Ça, c'est pas... Vous avez choisi un extrait du documentaire de Netflix. On le regarde et on en parle juste après. Oh là là, les détails. Les chaussettes. Always look at me. Give me the cup. Cup? Yeah, I finish long. You never come like that without talking. You will give me. Like that, I choose when I want. Pourquoi vous avez choisi cet extrait? Parce qu'on voit son regard, là. Tu sais, quand il la regarde comme ça sur le côté, bah voilà, c'est le regard que j'ai vu qui m'a donné le déclic de partir, en fait. Donc là, je l'ai reconnu et c'est le seul moment du reportage que j'ai apprécié. Parce que là, on voit sa manipulation et puis la mauvaise personne qu'il est, quoi. Il est diabolique? Ouais. Il me hante. Il vous hante? Ah ben ouais. Comment ça se manifeste? Ça se manifeste qu'on dort pas, qu'on fait des cauchemars tellement puissants qu'on touche le sol et le mur pour se rendre compte qu'on est bien... Ça se manifeste qu'on fait tout pour se détruire, qu'on ne prend pas soin de soi, qu'on a des phases de boulimie, des phases d'anorexie et que même si on veut s'en sortir et que même si c'est difficile, je sais que j'ai encore du travail, mais je suis sur la bonne voie. J'utilise le mot diabolique à dessein parce que moi, j'ai eu l'impression de regarder un envoyé du diable, en fait. Mais parler. oui, mais c'est ça. Moi, je crois en Maintenant, Dieu. Et je me suis dit, mais un mec qui arrive en noir et en forme finale, il est tout en blanc. Il y a eu un truc, mais dans ma tête, mais tellement de rejet. Ouais. En regardant le documentaire, j'ai senti des ondes où il fallait pas que je... Ah non, mais vous les avez bien senties. Ah non, mais vraiment, aujourd'hui, pour moi, c'est quelqu'un de diabolique. Je pense que c'est... je le mets au même niveau qu'Hitler, quoi. Carrément. Ouais. Et je pense qu'il est même encore plus vicieux. Parce que lui, il se sert de l'amour pour faire du mal. On va parler de la famille. On va passer l'étape du clonage qui était une fake news, qui est même allée jusqu'à chez George Bush. Et qui reconnaît en plus dans le documentaire comme si c'était juste une blague. Mais bien sûr. Alors que ça impliquait des vies. Bien sûr. On va aussi passer le volet économique où tout le monde donnait 10% de son salaire. Vous avez perdu beaucoup d'argent là-bas? Moi, non, parce qu'en tant qu'élu, on m'invitait partout. Moi, j'étais choyée, gâtée. J'avais un train de vie qui était merveilleux, quoi, avec les Raéliens. C'était top. On n'allait pas me demander d'argent, déjà que je donnais mon corps.